Le bassin minier de la région de Valenciennes n'est pas, pense-t-on, un lieu de prédilection pour les naturalistes. Eh bien, c'est une erreur. Son histoire remonte à la nuit des temps, elle est très intéressante, nous allons l'explorer avec Alex. Tu as la chance, Alex, d'habiter dans une région qui a été profondément marquée, pour ne pas dire portée, par un événement géologique qui a commencé il y a 350 millions d'années et qui s'est confondu pendant 3 siècles avec l'histoire humaine de ta région. Tu sais de quoi je veux parler? La mine? Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a dans la mine? Du charbon? Il y a du charbon. Tu connais l'histoire du charbon? Non. Eh bien, je vais t'en parler, c'est pour ça qu'on est ici, tu vois, dans le centre historique minier de Leeuwarden. L'histoire commence il y a très longtemps, je te l'ai dit, 350 millions d'années. Et ça correspond à une période qu'on appelle le Carbonifère. Dans le Carbonifère, il y a carbone, Comme dans le charbon. comme dans le charbon. Et le Carbonifère est une période très importante pour l'évolution de la vie sur Terre. Comment elle était la Terre? Alors la Terre, elle ne ressemblait pas tout à fait à ce qu'elle est aujourd'hui. Alors il y avait bien des continents, tu vois, et puis au début du Carbonifère, ces continents qui occupaient une certaine place ont évolué, ils se sont rapprochés les uns des autres, ils se sont collés les uns contre les autres, et ils ont formé un super continent qu'on appelle la Pangée. Eh bien, figure-toi que, aussi bien au début du Carbonifère qu'à la fin du Carbonifère, les continents étaient dans les zones les plus chaudes de la planète, sous l'équateur ou sous les tropiques. Et il y avait des animaux? Ah, je te vois venir. Non, il n'y avait pas encore de dinosaures. Ils sont arrivés beaucoup plus tard, les dinosaures. Au Carbonifère, tout au moins au début du Carbonifère, dans les forêts denses, il y avait des petites bestioles. Dans l'eau, il y avait des moules, entre autres. Sur la terre, il y avait des mille-pattes, tu vois, des scolopendres qui se baladaient. Il y avait des araignées, il y avait des scorpions. Il y avait aussi des insectes qu'on retrouve encore aujourd'hui. Des blattes et des petits poissons d'argent qu'on trouve dans les salles de bain. On les voit la nuit à la pile électrique. Et puis plus tard, les insectes ont développé des ailes. Des libellules géantes sont apparues, 70 cm d'envergure. T'imagines un petit peu le travail dans la forêt? Mais surtout, ce qu'il faut retenir du Carbonifère, c'est la présence d'une grande multitude d'espèces de végétaux. Il y avait des fougères de toutes sortes, il y avait des lycopodes, mais il y avait tellement de plantes qu'elles se faisaient de l'ombre. Donc elles ont dû consolider leurs tiges, elles ont fabriqué de véritables troncs pour aller chercher la lumière jusqu'à 40 mètres d'altitude. Tu vois, regarde ici, on a un exemple de tronc. Hein? On appelle ça sigillaire. T'imagines un tronc comme ça? Ça fait peut-être 20 mètres, 25 mètres de haut. C'est énorme. Et nous, est-ce qu'on aurait pu y vivre dans cette forêt? Alors tu sais, si on transportait des hommes dans les forêts du Carbonifère, ils souffriraient énormément. Tout simplement parce que l'air n'avait pas les mêmes proportions, tu vois, dans le mélange gazeux. Il y avait beaucoup de CO2 à l'époque du Carbonifère. Il y avait aussi beaucoup de méthane. L'effet de serre était important. Il faisait très chaud et humide. Alors imagine un homme se promenant dans la forêt, il aurait carrément été asphyxié. Il n'aurait pas bien pu marcher, se déplacer. C'est déjà un petit peu comme ça dans la forêt amazonienne. C'est pas facile de marcher dans la forêt amazonienne. Alors, faut pas se baser simplement aux images de petits animaux que l'on voit, parce que si tu regardes ce batracien, lui, pour vivre, il a besoin de 200 à 300 fois moins d'oxygène que nous. Est-ce qu'il y en a encore des forêts du Carbonifère aujourd'hui? Ah, sur la planète aujourd'hui, non, il n'y a plus de forêt du Carbonifère. Par contre, on trouve des forêts qui ressemblent à celles du Carbonifère. Quand on se promène dans ces forêts, denses et humides, chaudes aussi, notamment à Bornéo, tu vois, c'est une très grande île qu'on trouve en Asie du Sud-Est, on ressent probablement les ambiances de ces forêts du Carbonifère. C'est à peu près les mêmes couleurs, à peu près les mêmes transparences, peut-être même à quelque chose près les mêmes odeurs. Mais il y a une chose aujourd'hui dans les forêts denses et humides et chaudes qu'on ne trouvait pas dans les forêts du Carbonifère, c'est l'ambiance sonore. Au Carbonifère, les insectes étaient quasiment muets et il n'y avait pas de chants d'oiseaux et pas de cris d'animaux dans la forêt. C'était des forêts vides de sons. Par contre, pour te faire plaisir, je connais une forêt comme celle-là, pas très loin d'ici, mais c'est un peu dangereux et il faut un guide. Tu viens ?
Alors tu vois Alex, je vais te présenter un chantier dans lequel j'ai travaillé dans les années 1970. Alors regarde, tu vois cette machine? Eh bien, ça provoquait un énorme bruit. Et cette machine était utilisée pour évacuer les gravats. Alors on utilisait l'explosif évidemment dans les années 70 pour creuser ce genre de galerie. Et tout ça pourquoi? Tout simplement pour pouvoir suivre cette veine de charbon que tu vois là. En fait, c'est une forêt du primaire que nous avons là. Tu vois le charbon là? C'est une forêt. C'est pas la forêt du primaire. Il y en a eu plusieurs. Et ça correspond à une forêt. Alors t'imagines la situation, on en a parlé déjà un petit peu. Une forêt dans un milieu chaud et humide, quasiment c'est le marécage. Il arrive des périodes d'humidité plus intenses. L'eau monte, les arbres meurent, tombent dans le fond du marécage. Ils sont recouverts par des sédiments. On les retrouve là, les sédiments. Ils empêchent l'oxygène de, développer la décomposition des arbres. Et ça, plus les pressions, eh bien ça donne la houille. Ça dure pendant des millions et des millions d'années. Période à nouveau de calme au niveau des pluies. La terre réapparaît, une nouvelle forêt se développe, jusqu'au moment où de nouveau elle est inondée, celle-là. Elle meurt, elle tombe dans les sédiments et ainsi de suite. Tu te rends compte? Ça veut dire que sous nos pieds, il y a d'autres forêts du primaire empilées les unes sur les autres, séparées par des couches de sédiments, mais il y en a aussi au-dessus de nous. Et ça vous arrive même d'ailleurs, je crois, en tant que mineur, de devoir rechercher ces veines. Enfin, plus maintenant, puisque on est dans un gisement qui n'est plus exploité. Non, évidemment. Alors, bien sûr, à l'époque, on faisait appel à un personnel spécialisé qu'on appelait les géomètres, les géologues. Et eux, leur travail, évidemment, c'était de pouvoir localiser ce genre de gisement de charbon qu'on appelle des veines. Alors, bien sûr, elles n'étaient pas régulières, malheureusement. Celle-ci, elle a l'air bien horizontale, c'est vrai, mais dans d'autres cas, ça pouvait très bien se retrouver en pente, ces veines de charbon. Et ça pouvait varier de 20 degrés, 40 degrés jusqu'à la verticale. Alors là, on a changé de galerie. Oui, tout à fait. Nous sommes ici maintenant dans un chantier qu'on appelle une taille. Et ça date des années 50 ici. Voilà de quelle façon on exploitait ces veines de charbon. Alors voilà, regardez bien, quand même une petite différence, parce que là, nous sommes beaucoup plus avant de 1950, nous sommes en 1930. Et évidemment, 1930, c'est le bois qu'on utilisait pour soutenir le terrain, pour l'étayage. Et bien sûr, à cette époque, ce n'est pas un convoyeur blindé qui va évacuer le charbon, mais cette installation, couloir oscillant, qu'on appelle la Trixie. Au revoir. Eh bien, au revoir, merci. Je t'emmène dans un décor de cinéma et en plus, nous sommes attendus. Et regarde Alex, ça peut être par là qu'ils arrivent nos deux mineurs. Eh oui, c'est eux. Les voilà. Attends, je vais mettre un oreillot. Alors dites-moi, le charbon là, Oui, ami ou ennemi? les deux. Ami. Les deux, moi je pense. Ouais. Parce que ami, ça nous a fait vivre. Ça a fait vivre voilà. mes grands-parents, mon père et moi-même, et ma famille, jusqu'à famille, 3 générations. Prends-le, tu vas voir, il va s'effriter. Donc ça, c'était pour nous un ami. Et T'as vu comme il était réticent, parce qu'il y avait là-dedans, il y a du grisou, c'est des molécules gaz, de grisou, il y a de gaz. des- Alors, comme il ne voulait pas qu'on l'attaque trop, il se défendait comme il pouvait. Donc nous, c'était l'autre ennemi. en l'attaquant, on savait que c'était un ennemi, mais comme on sait que c'est un ennemi qu'on pouvait Maîtriser. faire attention, Maîtriser. donc on le combattait, c'est tout. Hein. Mais il fallait faire très attention. Plus il y a de danger, plus on fait attention. Alors ces forêts du Carbonifère qui ont donné le charbon, qui dans leur décomposition ont fabriqué du méthane, eh bien ce méthane on le retrouve aujourd'hui à l'intérieur du charbon, c'est ça le grisou, expliquez-moi. C'est du méthane. Ouais. Voilà, et c'est ça qui donne ce fameux coup de grisou. C'est le là. fameux coup de grisou, oui. Parfois, il y a une étincelle qui se produit, il y a un dégagement instantané du grisou qui se fait, et c'est l'explosion, c'est ça le coup de grisou. Et ça enflamme toutes les poussières, ça devient Ben, terrible. si vous voulez, pardon, si vous voulez. Oui. Si vous voulez, quand on a une poche de grisou comme ça, quand il n'y a pas trop d'aérage, parce que c'est l'aérage qui chassait le grisou. Oui. Alors le grisou se mettait en nappe, parce que c'était un gaz léger, se mettait en nappe, et à 9% mélangé à l'air, c'était l'excellent moyen, l'excellent détonateur. Donc la moindre étincelle faisait sauter cette poche de grisou, ça brûlait tout ce qui était autour, et cette explosion-là soulevait toutes les poussières des galeries. Et ces poussières-là s'enflammaient comme un chalumeau et ça n'arrêtait pas. Voilà. Si on ne l'arrêtait pas, cette flamme-là, c'était le coup de poussière. Jusqu'au moment où il y avait une partie qui a été mieux aérée. Par contre, il y a aussi autre chose. Il y a aussi des genres de cônes
C'est un tronc d'arbre. Un tronc d'arbre, la racine presque. C'est vraiment Voilà. un gros... Mais ça, comme c'est conique, ça tombe pratiquement sans prévenir, si vous voulez. Et donc il arrive quelquefois que des arbres, eux, se soient fossilisés debout. C'est ce qui fait que ça forme cette souche, c'est ça, avec le départ du tronc, et c'est ce coin qui est en fait l'inverse d'une clé de voûte qui tombe sur les mineurs. C'est comme ça que mon père a été tué, par une souche d'arbre. Il n'a pas vu cette souche et il a été tué par cette souche d'arbre, quoi. Ça fait des kilos, des centaines de kilos. Bon, dans tout ça, il n'y a pas que du charbon. Bon, Qu'est-ce ça alors, en est au Thierry, ça. bon, alors voilà, c'est ça on que a- j'aimerais savoir. Dans tout ça, vous allez garder un peu seulement. 50%. Tout le reste, 50% vous le jetez. au Thierry. Bon. Donc le Thierry, c'est un cône qui fait... Nous, on en avait un qui faisait 105 mètres de haut. 105 mètres de haut, Il devenait très lourd et très dangereux. Bon, bah ça nous intéresse. Ouais. Et pour ça, il faut remonter au jour, il faut prendre la cage. On vous abandonne Allez, alors ouais. Nous, on va à essayer de la regarder un prochaine, peu À la du tout, là. prochaine. Ça fait du bien de se retrouver à la lumière. Alors, dis-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Une colline? C'est un terri. C'est un Il y a tas de des arbres cailloux. dessus? Oui, il y a des arbres dessus, mais je vais t'en parler. Les arbres, petit à petit, se sont installés sur des déchets que les mineurs ont rejetés vers l'extérieur. Figure-toi que dans le Nord-Pas-de-Calais, en un peu moins de 3 siècles, les mineurs ont envoyé vers la surface un peu plus de 2 milliards 200 millions de tonnes de roches stériles. Alors ça fait des montagnes, ça fait des terrils. Et moi, quand je vois celui-là, tu vois, ça me fait un peu penser à un volcan. C'est un peu comme ça, un volcan. Et tu sais, en réalité, c'est assez proche du volcan quand même, au niveau de la nature qui s'installe sur le terril. Quand le volcan expulse de la lave, cette lave est très chaude, mais elle finit par se refroidir. C'est de la roche qui vient des entrailles de la terre. Elle est vierge. Et petit à petit, sur la roche, tu vois, qui s'est refroidie, arrivent des lichens, des mousses qui vont déstructurer la roche et fabriquer un premier sol. Ensuite arrivent des fougères qui elles-mêmes vont, en se décomposant, quand elles perdent leur fronde, eh bien, fabriquer de l'humus. Et petit à petit, comme ça, ces laves qui étaient complètement stériles vont être habillées par de la végétation. Et les arbres vont s'amener aussi. Bah là, c'est un peu ça, hein. C'est de la roche stérile qui est rejetée, non pas par un volcan, mais par des hommes. On va aller voir maintenant comment cette roche a été petit à petit habillée par la nature. Tu sais, Alex, quand on parle de roche stérile au sujet des terris, ça veut dire que la roche que l'on rejette est très pauvre en charbon. Ça ne veut pas dire du tout qu'elle est incapable de recevoir la vie. Bien au contraire, regarde ici. On a un tapis de mousse, on a même ici et là du lichen, et on a des arbres. Le tapis de mousse forme le premier sol du terri. Ensuite, des graines de bouleau arrivent, elles germent, et ça fait quasiment, tu vois, une forêt. Et ça, c'est très important. Ce sont des plantes pionnières. Et cette forêt va stabiliser le flanc du terri. Quand le sous-sol est parcouru quelquefois par de très très nombreuses galeries, il arrive qu'il s'effondre, la surface se creuse, et si à cet endroit-là, la couche superficielle est étanche, eh bien, il se forment des lacs, des mares. Il y a 3 ans en arrière, il n'y avait pas cette ceinture de phragmites, de roseaux autour de cette mare. Tu vois, quelqu'un qui est habitué à la nature est capable de dire que ce champignon vit dans un milieu particulier. Il s'agit d'une astrée. Et ce champignon, pour se développer, a besoin de se trouver sur un sol chaud et sec. On le trouve dans le midi de la France, ce champignon. Ici, il est extrêmement rare. Alors pourquoi on le trouve là? Parce que tu vois ici le schiste, c'est un véritable capteur solaire, et dès que le soleil tape dessus, le sol se réchauffe. Regarde. Tu vois? Bah, mais c'est de la fumée, ça. Non, ce sont des spores. Et tu vois ce champignon, si je le prends, il n'a pas de pied.
Je peux le retourner, regarde, on dirait une pieuvre. Eh bien, figure-toi que lorsqu'il est jeune, tu vois, toutes ces étoiles-là, ces branches d'étoiles sont refermées au-dessus de cette poche qui contient les spores. Et quand le champignon se développe, ça s'ouvre et ça fait comme ça, tu vois, un joli dessin. Alors ça, tu vois, ça me rappelle quelque chose de très important. Quand tu viens là, l'été, eh ben, tu vas trouver un terri fleuri. Il y a des sénessons dessus. Et ces sénessons sont sud-africains. Comment elles sont arrivées ici, ces graines? Ben, ça correspond à l'époque où les filatures de Roubaix et de Tourcoing marchaient à plein. On avait besoin de beaucoup de laine. Et on importait de la laine, de mouton évidemment, d'Afrique du Sud. Et dans la laine de mouton, ben, il y a plein de choses, il y a plein de brindilles. Et il y a aussi des graines. Et comme ici, on triait justement ces laines, on les nettoyait, ces graines, ben, on les retrouvait dans la nature. Alors partout ailleurs, elles n'arrivaient pas à se développer, mais quand elles arrivaient ici, sur le terri sabatier, elles rencontraient un sol chaud et sec, et elles en profitaient. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, elles sont là. Ah, ça y est, on est arrivé au sommet du terri, une vraie montagne. C'est beau, hein? Et regarde là, ça fume. C'est comme un volcan, t'avais raison. Non, c'est un phénomène naturel. La plupart des terris de la région connaissent ce phénomène. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que toutes les roches qui ont été remuées... Oui, c'est chaud, parce que ça brûle dessous. Alors, avec le charbon, il y a souvent de la pyrite de fer. Et la pyrite de fer s'oxyde. Et quand elle s'oxyde, eh bien, elle chauffe. Alors, le charbon plus la pyrite de fer qui chauffe, ça dégage un gaz qui s'enflamme spontanément. Ce qui fait que le terri, tu vois, se réchauffe de l'intérieur. Et la température peut atteindre 1000 degrés à l'intérieur. Tu te rends compte? On pourrait se glisser là pour se réchauffer un petit peu. Mais tu sais, tous les terris, d'ailleurs, ne finissent pas de la même manière. Regarde Alex, toi la dame, je suis à peu près certain qu'elle recherche des fossiles. On va lui demander. Bonjour. On se demandait justement ce que vous faisiez et on pensait bien que vous cherchiez des fossiles. Vous en trouvez? Oui, à peu près bien. Ici, on trouve pas mal de choses. J'ai déjà une petite récolte. Et vous arrivez à les dater? Bon, ils datent tous du Carbonifère, d'accord, mais... Oui, on arrive ici à les c'est dater? effectivement c'est à peu près 300 millions d'années, mais oui, ce qui est intéressant sur les terris, c'est que bon, celui-là, ça vaut pas le coup. Ce qui est intéressant sur les terris, c'est que bon, c'est les mineurs qui les ont faits. En creusant dans le sol, au fur et à mesure qu'ils descendaient en profondeur, ils atteignaient des couches de plus en plus anciennes, Oui. puisque si on veut les dépôts de ces couches, c'est fait un petit peu comme on dépose chaque jour son journal dans un coin, et la pile de journaux au bout d'un mois, eh bien, c'est comme un petit peu les archives de la Terre. On a le journal le plus ancien qui est en dessous et le dernier, le plus récent, qui est au-dessus. Les terris, c'est l'inverse en fait, puisque au fur et à mesure qu'ils les exploitaient, qu'ils descendaient, on avait finalement là les roches les plus anciennes au-dessus. On retrouvait la série inversée. Il y a beaucoup de sortes de fossiles. Alors, pas mal de choses. Là où j'étais tout à l'heure, j'ai déjà trouvé pas mal de petites choses intéressantes. Tu vois, regarde ça. Tu arrives à voir là? Il y a une petite tige, on voit des feuilles. Donc ça, c'était une petite plante. Et ça, c'est ce que vous avez glané aujourd'hui? Oui, alors bon, il y a ça, il y a aussi d'autres petites choses. Donc là, tu as un morceau d'un végétal qui existe encore aujourd'hui, mais pas sous la même forme. Aujourd'hui, on l'appelle la prêle. Tu sais, c'est des végétaux qu'on trouve le long des fossés qui font pas plus d'1 mètre de haut, généralement. On sait qu'à cette époque-là, ces végétaux pouvaient atteindre 15 mètres de hauteur. 15 mètres. Et puis alors, autre chose aussi, il y a des fougères, on en trouve de toutes les sortes, là, sur le terri. Des grandes, des petites, mais là, tu vois, c'est le plus beau spécimen que j'ai trouvé. Et ça c'est vraiment, je suis très fière d'avoir découvert ça ici, tu vois. Ça, c'est une graine qui est une des premières graines qu'inventent les végétaux. Hein, il y a 300 millions d'années, c'est la première fois qu'on voit sortir des... Alors, c'est pas exactement la graine qu'on trouve aujourd'hui avec ses écorces très dures, mais enfin, néanmoins, elle était capable de résister à une mauvaise saison, par exemple. Hein. C'était une protection vraiment pour les éléments de reproduction. Tu te rends compte de ce que ça représente? Ça veut dire que les plantes ont inventé une sorte de boîte pour protéger leur organe sexuel. Belle invention quand même. Mais pour savoir tout ça, vous êtes géologue? Oui, j'ai fait des études de géologie et puis c'est devenu vraiment une passion. Donc dès que je peux, je vais fouiller, je vais chercher des fossiles sur les terris ou en carrière. Et Les terris sont des nids à fossiles. Ah oui, tout à fait. Puis ça fait rêver de trouver des choses qui ont 300 millions d'années et qui sont imprimées comme ça dans la roche, de manière presque intacte. Je trouve ça merveilleux.
c'est du rêve. Merci beaucoup, on vous laisse chercher avant que la neige ne recouvre le sol, mais il s'agit d'une giboulée seulement. Allez. Bon. Bah, bonne balade, hein, au revoir. Je suis passé à Rieulay il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, mais j'avais pas vu le lac. Ah non, ça ne risquait pas de le voir parce qu'il y avait le terri, comme à cet endroit-ci. Donc, il y avait le plus grand terri du Nord-Pas-de-Calais. On est sur un site qui était en perpétuelle évolution. Autrement dit, on est sur un terri à géométrie variable. Il a commencé à être fait vers 1900, en même temps que les deux fosses de Pécancourt et de Sommat se sont ouvertes. Entre Sommat et Pécancourt, il y avait Rieulay, avec un territoire ici, une tourberie qui n'avait aucune valeur culturelle à cette époque-là. Et donc les houillères ont culbuté tout ce qui était inutile, donc qui était remonté du fond, qui ne servait pas. Et donc ça s'est étendu en fin de compte pendant 75 ans sur 140 hectares. Et donc on avait un terri ici de 140 hectares que l'on a subi, parce qu'on ne nous a jamais demandé notre avis, bien sûr. Ouais. Et alors ce terri commençait avant le village, se terminait après le village. Donc là tu vois les arbres, là, donc le terri allait jusque là. Donc on avait un mur continu de 35 mètres tout au long du village. Et puis en 75, les puits de mine ont arrêté. Or, les houillères ont une centrale thermique à Ornat. Ouais. Et pour continuer à la faire fonctionner, on a réexploité le terri pour récupérer le charbon qui se trouve encore à l'intérieur. Alors donc on s'est retrouvé avec effectivement un site à géométrie variable et on a utilisé le fait qu'il y avait l'exploitation pour réutiliser le site au fur et à mesure de l'exploitation. Et cette fois-ci, c'est nous qui avons pu dire du point le plus négatif du village. On a voulu en faire le point le plus positif et en faire le point de développement, d'un développement durable cette fois-ci pour le village. Un paysage totalement inventé en fait. Complètement créé de toutes pièces à partir d'un chantier. On a profité de la taille du site pour créer des activités de loisirs. Donc là, sous la neige, il y a une plage, là normalement c'est du sable. Donc il y a des équipements de la commune, le stade, une plage, une carrière équestre, des pistes de VTT qui ont été créées un peu partout, des îles, donc on a des cygnes, des canards, il y a de toutes sortes d'animaux intéressants, d'oiseaux en particulier. Et donc on termine par une réserve naturelle volontaire, donc toute cette partie-là, et que l'on est en train de finir d'aménager, va être une réserve naturelle volontaire gérée par le Conseil général du Nord. Ici, on est au bord du terri, donc vous voyez la partie qui s'est végétalisée toute seule actuellement, donc avec des bouleaux, avec des lichens, etc., de la végétation particulièrement intéressante. Et au pied, on voit le terrain tel qu'il était il y a un siècle. Donc ici, il y avait à peu près une tourberie d'à peu près 200 hectares, et sur les 200 hectares, 140 hectares ont été recouverts par le terri. Alors, la tourbe, c'est intéressant parce que l'eau remonte par le fond, donc quand elle arrive, elle est totalement filtrée. C'est ça. Donc l'eau est d'une qualité extraordinaire. Elle est d'une pureté. Et c'est l'avantage du plan d'eau que l'on a, donc c'est l'eau effectivement de la tourberie. Et donc on a une eau qui est vraiment d'excellente qualité. Actuellement, on ressème des graines récupérées sur d'autres terris qui n'ont pas été exploitées. Et donc on va pouvoir avoir ici un genre de conservatoire des plantes de terri. Ouais, c'est quasiment un écosystème qui se met en place. Tout à fait. C'est marrant d'ailleurs parce que c'est sur une tourberie qu'on s'est retrouvé avec un terri, que ce terri on a réexploité le charbon. Donc c'est un endroit où on a toujours utilisé pour récupérer de l'énergie en fin de compte. Puisqu'on récupérait la tourbe avant pour se chauffer aussi, pour cuisiner. Et qu'après sur le même lieu sont arrivés donc les mines, puis les terris. Et ce terri qui a été réexploité pour récupérer de nouveau encore le charbon qui se trouve encore à l'intérieur. Donc c'est véritablement un lieu qui était destiné à l'énergie en fin de compte. Enfin, j'espère que ça va nous donner l'énergie pour le 21e siècle.